Avertissement. Cet épisode contient le récit d'un viol et de manipulations psychologiques. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. J'habite ici, à Lyon. Voilà. Je suis comédienne. Je fais aussi de l'animation pour des enfants. J'enseigne le théâtre à des petits. Ça me passionne. Et j'aime bien dire que je suis comédienne parce que avant, je pensais que le théâtre, c'était juste que c'était un loisir. J'en faisais petite, c'était un gros loisir. Et le moment où j'ai compris que c'était un métier, c'est un peu là où genre toute ma vie s'est mise à changer. Du coup, j'aime bien dire je suis comédienne. Mais j'ai toujours peur que ça fasse prétentieux. J'ai envie de parler de l'agression dont j'ai été victime. Voilà, qui est une agression sexuelle. Donc, on appelle ça un viol. C'est un mot qui fait très peur, qui est très terrifiant. Et en fait, j'ai très très envie d'en parler parce que je fais partie de ces personnes qui ont mis longtemps à comprendre ce qui leur était arrivé. Et autant il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée, autant il y a énormément de choses qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ce qui m'était arrivé, que j'ai pu travailler dessus, ça m'a un peu sauvé la vie. Et je me dis que s'il y a moyen que je dise des trucs, que quelqu'un un jour entende ces trucs et se dise « Ah tiens, mais en fait ça m'aide », bah il faut que je le fasse. Parce que moi, c'est le genre, c'est en lisant des histoires que j'ai compris ce qui se passait, quoi. Il y a une part de moi qui a envie de parler aux personnes, voilà, qui peuvent être des agresseurs, qui peuvent être des violeurs, des violeuses potentielles, et d'ouvrir une réelle conversation avec ces personnes, de parler de désir, de parler de consentement pour prévenir, en fait, faire de la prévention. Bah, c'est pour ça aussi que j'aime l'idée de travailler avec des jeunes, de travailler en école. C'est un truc que je veux faire. Mais le problème, c'est que ça, c'est la partie de moi qui est... c'est la partie de moi qui aime l'éducation, qui aime la pédagogie et qui a bon cœur et qui est tournée vers l'autre. Il y a une autre partie de moi qui n'est pas du tout tournée vers l'autre, qui est uniquement et purement consacrée au fait de survivre à ce truc qui m'est arrivé. Et du coup, cette partie-là, elle peut pas être sympa. Elle peut pas... Cette partie-là, elle peut pas vouloir des réductions de peine, elle peut pas vouloir... elle veut même pas d'excuses, en fait. Elle veut juste qu'on lui foute la paix, qu'on ferme bien sa gueule. Et du coup, je sais pas quelle partie a envie de s'exprimer aujourd'hui. Peut-être un peu des deux. Du coup, je sais pas trop. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est l'avant qui est essentiel. Parce que... j'avais parlé à une juge, j'étais allée voir une asso qui mettait à disposition des psychologues, mais aussi des juges, des avocats. Et du coup, j'avais discuté avec une juge. C'est la première fois où j'ai raconté du début à la fin tout ce dont je me souvenais. Et la juge m'a dit, dans votre cas, c'est une manipulation qui a mené à une agression sexuelle. Et j'ai vraiment l'impression que je suis surtout victime d'une manipulation. Et c'est ça que je trouve très dangereux. Et c'est ça qu'il faut prévenir, je trouve. Parce que c'est vraiment comme si j'avais été... Enfin, comme si c'était pas moi. Souvent, y a beaucoup de gens qui disent qu'après un viol ou une agression, c'est comme si une partie de nous était enlevée, comme si on était dépossédé. Bah moi, ça me l'a fait avant et après. Souvent, quand j'en parle avec des amis, je dis que c'était mes mauvaises fréquentations. Je dis des mauvaises fréquentations. Une période où je faisais n'importe quoi. J'ai grandi à Annecy, j'ai fait tout mon lycée là-bas et j'ai fait une classe prépa là-bas, une prépa littéraire. Et j'étais avec un garçon, on était très très heureux, on était fous l'un de l'autre.
Il vivait pas à Annecy, il vivait à Marseille. Enfin, il a déménagé à Marseille. Et en fait, à la fin de la première année de prépa, il m'a quittée. Et ça a été un moment vraiment complètement... un moment complètement apocalyptique où j'ai beaucoup souffert et où du coup j'ai passé un été à pas manger, à pas dormir, à faire que pleurer et tout. Parce que mon amour était parti. Et à la fin de cet été-là, il fallait que je me remette au boulot parce qu'il y avait la deuxième année de prépa qui m'attendait. Et il fallait que je me remette au taf. Et j'étais pas bien. Et du coup, je me suis un peu éloignée de ma bande de potes, qui étaient aussi amis avec ce garçon. Ils étaient tous adorables avec moi, il n'y avait pas de côté. Mais j'avais besoin de m'éloigner de ces personnes-là. Et du coup, je me suis rapprochée d'un gars. On est devenus ultra proches. En l'espace d'un été, vraiment, on est devenus méga proches. C'était mon meilleur pote, c'était un peu mon frère. Je passais tout mon temps, je passais des après-midi entières avec lui et sa nana, et avec son meilleur ami, qui me plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai démarré cette année de prépa avec mon nouveau meilleur pote et mon nouveau petit copain, toute fraîche. Et en fait, quand ce garçon est parti, quand mon ancien amoureux est parti, tout s'est écroulé. Tout ce que je savais, tout ce que je pensais sur les relations, sur le sexe, sur l'amour, tout s'est effondré. Et du coup, je me suis jetée vers tous les trucs que je pouvais pas faire quand j'étais avec lui. Vers des choses dont j'avais envie, vers des fantasmes. J'avais beaucoup de fantasmes. Des choses que je voulais essayer, que je pouvais pas essayer avec lui, que des choses que je voulais, que je pouvais pas avoir. Et j'étais un peu frustrée, je pense. Et du coup, je me suis mis à faire la fête, beaucoup, à boire beaucoup. À faire n'importe quoi, à me mettre dans des situations pas possibles, mais à en profiter. Et je me suis mis à beaucoup profiter sexuellement parlant, à avoir une sexualité complètement libérée. À faire tous les trucs que je voulais faire et que je faisais pas. Et c'était cool, mais j'allais pas bien. Je faisais ce que je voulais, mais j'allais pas bien quand même. Et en fait, ce garçon, ce nouveau meilleur pote, lui, il était comme moi. Et il me disait, tu vois, Marie, toi et moi, on est pareil. On est des gens ouverts, en fait, si tu veux. On a une ouverture d'esprit que les gens n'ont pas. Et je trouvais qu'il avait raison. Il me disait, tu vas très vite te rendre compte que tes amis vont pas accepter cette nouvelle facette de toi. Non, mais c'est mes potes. Mais dis si, tu vas voir. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on était en soirée avec mes copains, férus de lettres, férus de réflexion et tout, et que moi, ils me voyaient complètement déprimée, sombre, cynique, à fumer des clopes, à être genre, la vie c'est de la merde, l'amour c'est de la merde, de toute façon le sexe, il y a que ça qui compte, d'ailleurs l'autre jour, et à raconter des trucs, mes potes, en fait, ils étaient inquiets. Parce qu'ils me connaissent pas comme ça, ils voyaient que j'étais malheureuse. Et ils ont commencé à me dire, Marie, tu crains. Les trucs que tu nous racontes, ça craint. Je sais quoi, mais en fait, vous voulez brider ma sexualité, vous voulez brider ma vie. Et je retournais vers mon meilleur pote. Non, mais t'as trop raison. Et en fait, j'ai passé une année sous l'influence de ce mec. Mais complètement. Complètement. Il me disait qu'on était pas comme les autres. On comprenait des choses que les gens ne pouvaient pas comprendre. Que nous, on avait le courage d'assumer nos fantasmes, de dire les choses. Et en gros, qu'on était les meilleurs du monde, quoi. Et que les autres, ils étaient juste jaloux. Ils étaient jaloux qu'ils ne voulaient pas qu'on soit heureux. Et qu'il avait besoin de moi. Et que j'avais besoin de lui. Et je disais un peu amen à tout ce qu'il disait. Je suis sortie avec son copain, le garçon qui me plaisait. Ça n'a pas marché parce que ça n'a pas marché. Et en fait, sur la deuxième partie de l'année, donc j'étais à nouveau célibataire. Mon ancien amoureux, celui du lycée, essayait de me récupérer. Moi, je savais pas trop. Je l'aimais toujours. Enfin bref, j'étais un peu paumée. Et du coup, je demandais toujours conseil à mon meilleur pote. Toujours. Et lui, il me disait, mais ton chéri du lycée, il reviendra pas. Il t'a maltraité, il te traitera toujours mal. Tes potes de prépa, tes potes de lycée, ils te connaissent pas, ils te comprennent pas. En gros, il y a que moi qui te comprends. Donc en gros, reste près de moi. Et puis il s'est mis à m'expliquer qu'il avait une condition médicale très complexe, qu'il n'osait pas en parler. Et en fait, il m'expliquait qu'il souffrait
une sorte de maladie. Je sais pas si cette maladie existe, j'en ai aucune putain d'idée. Et en fait, je pense que je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas pour être méchante, mais je m'en fous parce que ça m'a vraiment inquiétée pour lui à l'époque. Et que ça me fait chier de m'être inquiétée pour lui. Il avait des érections tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il avait mal. Et sa copine habitait pas avec nous. Sa copine, elle habitait une autre ville. Et du coup, il avait tous ses fantasmes dans la tête. Il pouvait pas les assouvir. Il souffrait médicalement. Et un médecin lui a dit, il faut que vous couchiez avec quelqu'un. Vraiment, il faut vraiment que vous couchiez avec quelqu'un. Sinon, il en va de votre santé, il en va de votre fertilité et tout. Moi, j'étais genre, oh, mon Dieu, c'est atroce. Pauvre toi. Et il m'a demandé si on pouvait coucher ensemble. Et moi, j'avais pas envie. Parce que c'était mon pote. Oui, mais tu sais, il y a eu cette soirée et tout, où on était tous là, toi et lui, moi et ma chérie, c'était super bien. Ouais, oui, on a niqué tous les quatre, ouais. Ouais, mais c'était il y a un moment, et c'était juste ce soir-là. En fait, moi, ça m'intéresse pas de coucher avec toi, t'es mon pote. Puis puis j'ai été amoureuse de 2 garçons cette année, je sais pas, je suis perdue, je passe un concours avec je vais passer une semaine d'épreuve sur table de 6 heures, enfin j'ai la tête comme ça, là je pense à tout sauf à niquer en fait. Mes potes me manquent, ma vie elle me manque, je comprends pas qui je suis, mais moi je suis là pour toi, je suis là pour toi. Je te le demande comme à une amie, Marie en fait. Je te le demande comme à une pote, parce que ma copine, si elle sait que c'est avec toi que je couche, elle va être rassurée. Ça va tellement la rassurer. Puis moi, j'ai confiance en toi. Puis t'es tellement belle, tellement extraordinaire, tellement blablabla. Et c'est là où j'ai commis ma première grosse erreur. C'est que comme lui, il était en souffrance et que je voulais l'aider, mais que je voulais pas coucher avec lui, j'ai proposé un compromis. Je lui ai proposé de lui envoyer des photos de moi. J'avais fait des photos de moi pour mon copain du lycée. Comme il était loin, je m'étais tapé un délire, j'avais fait des photos un peu sexy pour lui envoyer. Et je lui ai dit, écoute, j'ai ces photos-là, si tu veux, je te les donne. Il dit, oh, tu ferais ça pour moi, c'est génial, merci et tout. Je lui ai envoyé les photos. Et je me suis dit que ça allait s'arrêter. Entre-temps, j'en ai parlé à un copain qui m'a dit, mais t'as fait ça ? Mais t'es con ou quoi ? Et il était en colère, il était inquiet en fait. Mais avec toutes les conneries que ce meilleur pote me racontait, moi je pensais pas que c'était de la colère. Je pensais que c'était des gens qui voulaient pas que... Je pensais que c'était des gens qui étaient contre moi, que les autres c'était mes ennemis. Et j'insistais, je disais ouais mais il a une maladie, il souffre en fait. Et il en aurait parlé à n'importe qui d'autre, on l'aurait rejeté, mais moi je le rejette pas, moi je l'accepte, c'est pour ça qu'il m'adore. Et en fait on a un lien, mais tellement fort que tu peux pas comprendre. Et mon pote il me disait arrête tes conneries, putain, c'est lien fort, pas lien fort, tu sais pas ce qu'il va en faire de ces photos, et ça craint en fait, il veut juste te niquer, il te racontera n'importe quoi pour te niquer, il faut que tu t'éloignes de ce mec. Et là je me suis dit, mes potes sont tous des ennemis en fait, parce que tout le monde veut m'éloigner de ce garçon qui est tellement exceptionnel, tellement génial. Et je suis plutôt une meuf intelligente, hein. Je dis ça, je dis pas que les gens qui se font avoir, c'est des gens qui sont pas intelligents, je dis pas ça du tout. Je dis juste que, en fait, j'étais convaincue que j'étais plus forte que tout le monde. Parce que j'étais la psychologue des histoires de couple, parce que j'adore les histoires de couple, j'adore les histoires de cul, j'adore comprendre les choses, comprendre toujours l'autre point de vue. Pourquoi j'ai pas raison ? Pourquoi l'autre il a raison ? Pourquoi personne n'a raison ? Pourquoi quand 5 personnes s'engueulent, il n'y en a aucune qui a raison et aucune qui a tort, et que c'est que l'histoire de point de vue et de perspective. J'étais passionnée par ça. Et tous mes rapports avec les gens étaient sains. Et j'ai été convaincue, pendant un temps, que ce mec-là, c'était le seul ami que j'avais. Ça s'est pas arrêté là. Son meilleur pote à lui, le garçon avec qui j'étais sortie, avec qui ça n'avait pas marché, il est revenu sur Annecy. Et ça, c'était plus tard dans l'année. Je venais de passer le concours. Donc, j'étais dans une étape pas possible. C'est un concours qui est super dur. J'avais beaucoup de pression parce que je voulais le réussir. Parce que je voulais pas aller à la fac. Je voulais aller dans un truc de Sciences Po. Enfin, j'étais
très stressée par mon avenir. Et vu que j'avais passé mon année à niquer et à boire, bah, j'avais des sales notes et je travaillais mal et j'avais l'impression de gâcher ma vie. J'avais voulu récupérer mon amour de lycée, consciente que toute cette année n'était qu'une sorte de grosse erreur que je voulais mettre de côté. Ça n'avait pas marché parce qu'il n'avait pas confiance en moi, parce que... Enfin bref. Du coup, j'étais toute perdue. Et là, mon pote me dit « Il y a mon meilleur ami qui revient sur Annecy, ça te dit on se fait une petite soirée tous ensemble ?» Ouais, je sais pas, bof. Et là, il se met à me parler de lui et il me dit « Mais tu sais qu'il pense toujours à toi, tu sais qu'il t'aime ?» Je dis « Non, mais arrête, il m'a jamais aimé. On est sortis vaguement ensemble, on s'est bien kiffé, mais on s'est pas aimé. Exagère pas, c'est pas ça l'amour. » Non, mais si, Marie, je t'assure qu'il t'aime. Et moi, je le connais depuis des années. Jamais je l'ai vu comme ça avec une nana. Jamais. Donc, il m'en met des tartines. Et du coup, je le crois. Je commence à me dire, putain, mais en fait, il a raison. Ça se trouve, il m'aime, ce garçon. Ce serait cool, parce que moi, je l'aime bien aussi. C'est vrai qu'on était bien ensemble, là. C'est vrai qu'il était mignon et tout. Oui, mais à cause de lui, je peux plus me remettre avec mon amour de lycée. Oui, mais tu sais, ton mec de lycée, en fait, il t'a manipulé, il a été horrible avec toi, il t'a menti, il t'a trahi, il t'a trompé. C'est vraiment une merde, ce mec. Donc, moi, je continue d'écouter. Je parle de moi, mais je sais pas qui c'est cette meuf, en fait. Je suis en colère contre elle. Vraiment. Je sais pas qui c'est cette nana, parce que c'est pas moi. Et je lui en veux. Mais je lui en veux à mort. C'est pas sa faute, mais je lui en veux quand même. Enfin bref. Et du coup, je lui dis, écoute, j'ai pas envie de me retrouver seule dans un appart avec toi et mon ex. Tout simplement parce que je sais que tu veux coucher avec moi et que je te dis non et que t'insistes et que ça me met mal à l'aise. Oh mais pardon, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Oh mais pardon, mais à culpa. Et puis, mais peut-être qu'il va se passer un truc, on sait jamais. Et vu que je sens qu'il va forcément se passer un truc, parce que c'est 2 que tard, je me dis, bon, pourquoi pas. Je lui dis, écoute, si jamais je viens chez toi, qu'on boit, et qu'il se passe un truc, je veux que ce soit très clair entre nous, je ne coucherai pas avec toi. Je ne te toucherai pas, sexuellement parlant. Tu ne me toucheras pas. Si jamais il se passe un truc à ta soirée, ce sera entre moi et ton pote. Toi, tu pourras rester à côté si tu veux. Pas de soucis, je comprends, machin. Donc je me pointe à cette soirée. Ils étaient là tous les deux, ils avaient fabriqué un alcool. On a fabriqué un alcool, je sais pas quoi. Je bois. Et là, c'est le gros trou noir. Donc dans les choses dont je me rappelle, je suis dans la salle de bain avec mon ex, en train de se tripoter et tout. Puis on rejoint mon meilleur pote dans sa piole et tout. Je mets une musique. Une musique que j'avais grave envie d'écouter sur le moment. Et là, pareil, trou noir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé, enfin, que moi j'ai commencé à coucher avec mon ex, que j'ai rappelé les règles du deal. On a un deal, comme dans tout truc, en fait, comme dans j'avais passé 1 an à faire des plans à plusieurs, donc je savais comment ça marchait. Il y a des règles qu'on fixe. Elles peuvent bouger, mais en fait, il faut communiquer. Et la règle, c'était, c'est moi plus lui, et toi, t'es à côté. Si ça te plaît pas, on arrête tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est la seule règle, la seule putain de règle. Et en fait, j'étais trop sous, je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. J'étais juste... Et en fait, ils ont échangé. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, je suis pénétrée par quelqu'un et que c'est mon pote. Et je m'en rends compte. Et genre, je rassemble toutes mes forces et je lui dis arrête, arrête mec, tu fais quoi? Arrête. Donc je dis arrête, je dis non. Et je le dis, et je sais que je le dis. Obligé. Et ça fait rien. Et il n'y a pas de violence physique, parce que je peux pas bouger, parce que je suis par terre en fait. C'est très très flou parce que ce que j'ai, c'est des bribes de souvenirs et les choses dont je me souviens le plus sont les moins importantes. Par exemple, je me souviens qu'à un moment donné, on a arrêté de niquer et qu'on a passé un très bon moment à tous discuter.
que j'ai même fait des exercices de kiné. Des trucs, des étirements à la con, tu vois. Qu'on a tous déconné. Et par exemple, ces souvenirs-là sont très clairs. Mais le souvenir de ce moment-là, il est... Si je me concentre dessus, c'est ultra bizarre. C'est comme si j'essayais de me souvenir d'un film. Comme si j'essayais de me souvenir d'une scène de film que j'aime pas. Une scène de film qui me met mal à l'aise. Pas parce qu'elle est violente, mais parce que ce genre de moment, les gros quiproquos dans les films, ou le moment dans un film un peu d'action et de suspense où il y a un personnage qui est en train de faire un truc qu'il n'a pas le droit de faire, de falsifier une preuve par exemple, et il y a le flic qui arrive. Et l'autre il falsifie sa preuve, il fait ça ultra vite, il est en panique et tout, il y a la musique qui insiste, chant contre chant, chant contre chant. Et au final, il se retrouve, et quand il se retrouve, en fait, le mec, ça fait longtemps qu'il a fini de falsifier sa preuve, il fait genre que tout va bien et tout. Bah, quand je pense à ça, ça me fait ça. Chant contre chant, chant contre chant, chant contre chant, musique qui monte. Et en fait, tout va bien, on est tous là en train de discuter, et c'est cool. J'ai l'impression qu'en fait, je suis en train d'inventer ce souvenir. Quand je repense à ce moment, j'ai toujours l'impression que je suis en train de l'inventer. Et que j'ai pas le droit d'en parler parce que ce que je raconte c'est faux. Il y a toujours une part de moi qui ressent cette espèce de panique, de falsification de preuves. Comme si là quelqu'un allait entrer et apporter la preuve noir sur blanc que ce que je dis c'est pas vrai. Se replonger dedans et refaire tous les détails, c'est douloureux parce que c'est comme si tout jouait contre moi, en fait. Il y a... Ce film-là, c'est le film de comment j'ai inventé un viol. Comment j'ai accusé à tort 2 braves gars qui n'avaient rien demandé. Et c'est ça, ce film-là. Et je parle de film et je parle d'image, en fait, parce qu'il y a des photos qui ont été prises. Il y a des vidéos qui ont été prises. Mais c'est des vidéos de moments agréables. C'est des vidéos qui sont prises de moi, qui sont en train de digresser, de raconter une anecdote. Des vidéos où on se déshabille en dansant. Des vidéos des moments où on parle. Et en fait, entre ces images et ces vidéos, il y a eu le viol. Et en fait, du coup, je reprends la chronologie parce qu'on arrive à la meilleure partie de l'histoire. On arrive à la cerise sur le gâteau, c'est parfait. En fait, après ça, j'avais juste l'impression que cette soirée était bizarre. Et du coup, j'avais juste l'impression d'une soirée bizarre. Et du coup, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. Donc, ça a été... Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a été très très long. J'appelais mon pote, en fait. Je l'appelais. Tout s'est fait par téléphone. Téléphone, texto, message Facebook. Là, on entre dans la partie numérique de cette histoire géniale. Je reprends ça cette soirée. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. J'ai besoin d'en parler et tout. Et lui, il me disait pareil. Ouais, moi aussi, je me sens bizarre et tout. Et du coup, je me suis dit, cool, si on est bizarre tous les deux, on va pouvoir en discuter. Et en fait, mon attention était concentrée sur mon ex, qui était présent ce soir-là, qui répondait pas à mes messages. Et moi, j'aimais beaucoup ce garçon. J'étais perturbée. Genre, c'était le flou affectif total. Et donc... Et lui, il a commencé à me dire... tu sais, Marie, ce mec, il est louche quand même. Attends, c'est ton meilleur pote, t'as insisté pour que je vienne chez toi, pour que j'essaie de me remettre avec, en me disant qu'il avait des sentiments pour toi. Ah oui, mais il est louche, il est vraiment très louche. Depuis qu'il vit dans telle ville, je sais plus l'histoire, il a changé. Et je crois qu'en fait, à cette soirée, je crois qu'il était sous drogue. Je sais pas si c'est ce détail ou un autre détail, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder ce film. Il y a un moment où, je sais pas, je me suis avalée avec un popcorn, je sais pas quoi, et j'ai fait, attends, mais... Pardon ? Et en fait, il a commencé à me raconter des trucs qui avaient aucun sens. Et en fait, là, je crois que j'ai commencé à voir
Je sais plus comment ça s'est fait, mais en gros, il me donne les identifiants Facebook de ce garçon. Je sais plus pourquoi, vraiment honnêtement, je ne sais plus. Je crois que c'était pour me prouver quelque chose sur lui, pour me prouver qu'il était glauque, tu vois, me prouver qu'il avait... Oui, je crois que c'était ça, me prouver qu'il draguait une fille, enfin je sais plus, une histoire... Des histoires de est-ce qu'il m'aime pas, une histoire débile. Il me donne les identifiants Facebook de ce mec, donc moi, je me connecte à son compte Facebook. Pourquoi je fais ça? Mais pourquoi en fait? Et là, je tombe sur la conversation des deux garçons qui se parlent ensemble sur Facebook. Il faut qu'elle croie que ça vient d'elle. Il faut qu'elle croie que ça vient d'elle. Marie, de toute façon, à partir du moment où tu l'as fait boire, tu peux en faire ce que tu veux. Mais il faut quand même que ça vienne d'elle, parce qu'elle est pas con. Donc elle va sentir le truc venir. Il faut qu'elle ait l'impression que ce soit elle qui le veuille. Donc pour ça, et là c'est mon pote qui parle à mon ex, pour ça, il faut que tu lui dises que tu as des sentiments pour elle. Moi je préparerai le terrain, je lui dirai que tu penses à elle, que t'es amoureux, machin truc et tout. Trouve un moment où tu t'isoles avec elle, et où tu lui dis ça, que tu penses à elle, que t'as jamais ressenti ça pour une autre meuf et tout. Ça va marcher. Et voilà. Et alors là, j'appelle mon pote, je lui dis c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette conversation, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, on arrive dans le palais des glaces, l'enchaînement des mensonges, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que ce mec, c'était une fraude, mais totale. Mais des mensonges, mais gros, mais comme des camions. Et puis au bout d'un moment, il me dit clairement, mais Marie, pourquoi je t'aurais donné les identifiants Facebook, ces identifiants Facebook, si je voulais pas que tu vois cette conversation? Entre-temps, la conversation était effacée. Et moi, je lui dis, mais je te retourne la question, pourquoi tu l'as effacée, cette conversation, si elle est pas glauque? C'est glauque. Mais non, mais c'est des blagues de potes, tu comprends pas. Et puis c'est parce que... Et des histoires, mais des histoires gigantesques. Il était sous coke. Il voulait se suicider. Il était amoureux de moi. Et là, on parle des délires. Et là, je le dis parce que c'est drôle. Parce qu'en vrai, c'était drôle. Mais j'en chiais. Je l'appelais, ça durait une demi-heure. Il me convainquait. C'est pas la bonne conjugaison. Il arrivait à me convaincre. Je disais, ok, je raccrochais. Et 10 minutes plus tard, je le rappelais. Attends, mais en fait, ce que tu m'as dit là, ça va pas avec le truc que tu m'as dit mercredi, qui déjà n'allait pas avec ce que tu m'avais dit le samedi. En gros, ça fait 2 semaines, je comprends toujours pas ce qui se passe, en fait. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Ce meilleur pote, donc il avait sa copine. La copine m'écrit sur Facebook. Tu veux me voler mon mec? Tu veux me voler mon mec? Alors, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends rien, putain. J'appelle mon pote. Je lui dis que tu lui en as parlé à ta copine? Oui, parce que elle a su que j'avais couché avec une autre nana. Mais oui, tu la trompes. Parce qu'il la trompait tout le temps. Bien sûr que tu l'as trompée. Pourquoi tu lui as raconté ce qui s'est passé avec moi? Et en fait, au bout d'un moment, enfin au fil des mensonges, je crois qu'il a été coincé. Et là, j'ai entendu me parler d'une voix qui, je pense, est sa vraie voix, qui est le moment où, je crois, il a compris qu'il n'allait pas s'en sortir. Et là, il m'a dit, écoute Marie, je vais être très claire avec toi, s'il faut que je t'enfonce pour sauver mon couple, je t'enfonce. Et en fait, c'est pas que ça m'a fait plaisir, ça m'a fait mal, mais ça m'a fait plaisir. Parce que je me suis dit, putain, je suis pas folle en fait. Ce mec est en train de me baratiner. Ce mec m'a manipulée. Ce mec est une ordure. Complètement. Et sa copine a menacé, sa copine possédait le contenu vidéo de cette soirée. Sa copine a menacé de l'envoyer à mes parents. Et là, je me suis dit, mais c'est... Il est dangereux, ce mec. Il est vraiment dangereux, en fait. Parce que, au début, je me suis dit, elle va me croire. On est copines. Elle va me croire. Elle m'a pas cru une seule seconde. Mais pour moi, c'était pas un viol. C'était une soirée bizarre et c'était une histoire compliquée. C'était des triangles amoureux compliqués imbriqués les uns dans les autres. Et quand je suis arrivée à la fin de cet été-là, ultra chaotique, que je suis arrivée à la fac, que j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes, je me suis fait 2 super potes. J'étais en études de genre.
Et je commençais à apprendre des trucs sur le consentement d'ailleurs. Et je commençais à repenser à cette soirée qui devenait de moins en moins une soirée bizarre et de plus en plus genre un traquenard organisé, un gros traquenard organisé. Et puis j'en ai parlé à mes copines et mes copines elles m'ont dit Marie, ça s'appelle un viol. Et je leur ai dit non, c'est pas un viol. Non, non, j'en ai parlé à mes copains d'Annecy, j'en ai parlé à des copains et tous mes copains m'ont dit que c'était pas un viol ça. Et elles m'ont dit Marie, je te jure que c'est un viol. Et là on commençait toutes les démarches pour comprendre. Et quand j'ai compris, j'ai contacté ces garçons. Mais pas pour leur dire vous m'avez violée, pour leur dire les gars, il faut qu'on parle de cette soirée, il faut qu'on en discute. Parce que c'est pas clair et parce que moi je suis pas bien. Ça fait 6 mois que je suis mal dans ma peau, j'ai l'impression que je deviens tarée, je sais plus qui je suis, je vais mal, il faut qu'on parle. Et là c'est l'acte final de la manipulation, donc lui en gros, je parle toujours de mon pote, hein. Pareil, il m'a envoyé sa copine dessus. Sa copine qui est revenue avec le chantage de maintenant t'arrêtes d'envoyer des mails à mon mec parce qu'il souffre, parce qu'il est malheureux à cause de toi, il fait des crises de larmes quand il entend parler de toi. D'où lui il fait des crises de larmes? Mais d'où? Et que des mensonges, des mensonges. Au bout d'un moment j'ai fini par appeler mon ex, qui lui était un gars très terre à terre et pas manipulateur pour un sou, et qui lui m'a dit ouais, je sais pas ce qu'il a, je comprends pas quand il me parle en gros. C'est flou, je sais que c'est flou quand je le raconte, mais c'était flou sur le moment. En bref, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une longue conversation téléphonique avec mon ancien meilleur ami, du coup, où il a essayé de m'expliquer comment lui, il avait vécu cette soirée-là. Mais le problème, c'est qu'il mentait, mais tellement, et maintenant, à partir du moment où j'ai arrêté de regarder le film, je voyais que c'était un film. Mais je voyais les techniciens, je voyais le directeur assis sur une chaise comme ça, lui, plus comme ça, plus de larmes, plus de culpabilité. Et j'avais l'impression qu'il me jouait une scène. Et comme si, ouais, je m'étais réveillée d'un coup. Comme si d'un coup, il avait porté comme un masque. Et que là, il n'y avait plus de masque. Et dès qu'il disait un truc, et je l'arrêtais au milieu d'une phrase. Je disais, mais mec, tu t'entends parler? Tu entends à quel point ça sonne faux ce que tu dis là? C'est fini. Je sais pas qui t'a blousé il y a 6 mois, mais c'est plus moi. Là, je suis une nouvelle personne. Et je t'assure que ce que tu dis, j'en crois pas un mot. Puis tous se contredisaient. Sa copine l'avait quitté, sa copine l'avait plus quitté. Ils habitaient ensemble, ils habitaient plus ensemble. Sa mère était malade, sa mère était plus malade. Rien de cohérent. Et j'ai compris que j'allais rien tirer de ce mec. Puis entre-temps, il envoyait des messages à mon ex en disant de toute façon, Marie, elle est nymphomane. Elle a toujours été nymphomane depuis le lycée. Elle est alcoolique. Ah ouais? Je fais quelques soirées parce que je suis une ado, parce que j'ai 19 ans, je suis alcoolique. Alcoolique, nymphomane, mythomane. Et en gros, pour eux, j'avais tout inventé pour les faire chier. J'avais tout inventé. Et ça a été très long. J'ai reçu beaucoup de mails m'expliquant longuement que j'inventais, que j'étais mythomane, que je souffrais d'une pathologie grave, qu'il fallait que je consulte. Et ça, c'est que des trucs qu'ils m'ont dit, quoi. Et c'est ça qui fait que pendant longtemps, j'ai été convaincue que j'avais inventé, en fait. Et du coup, pourquoi pas que j'avais inventé d'autres trucs? Si je suis capable d'inventer un truc aussi énorme, c'est que je suis capable d'inventer plein de trucs. Peut-être que je suis pas qui je suis. Et là, tu perds la boule. Au début, je les ai mis tous les deux dans le même sac. Ces 2 connards. Et ensuite, quand j'ai compris à quel point mon pote était manipulateur, je me suis dit, ok, en fait, il y a le cerveau du complot. Et un sacré cerveau. J'avoue que je lui tire mon chapeau. Enfin, il y a des fois vraiment où je pense à ce mec et je me dis, mais... Waouh, quoi. Waouh, bien joué. Et je me revois à l'époque et je me dis, mais oui, moi j'aurais voulu faire ça à quelqu'un, c'est exactement ça que j'aurais fait. C'est exactement ça que j'aurais fait. T'es spécial, tu es à moi, je suis à toi. Non, regarde pas là, regarde par là-bas, voilà. Regarde-moi, regarde que moi, c'est ça, regarde que moi. Maintenant je vais mettre ma bite dans ta bouche, c'est exactement ça que j'aurais fait. C'est du génie. Et donc l'autre gars, le complice, mon ex, je l'en ai moins voulu à ce moment-là parce que je me suis dit, ok, lui c'est les muscles, lui il a été utilisé tout comme moi, il a été manipulé tout comme moi. Il a été utilisé. Ouais, mais il a accepté en même temps. Donc ça... Le problème, c'est qu'à cause des sentiments amoureux que j'avais pour lui, j'ai tout vu en décalé. J'ai été blessée dans les sentiments que j'avais pour lui. J'ai été blessée j'avais envie qu'il m'aime et juste qu'il me considère. Et du coup, de voir que je représentais rien pour lui à ce point,
c'était très douloureux. Et du coup, le prisme amoureux a tout flouté. La preuve, c'est qu'après l'agression, j'ai revu ce garçon. Quand je commençais à me demander si c'était pas un viol, j'ai revu ce mec. Et j'ai passé un moment d'intimité avec lui. Et aujourd'hui, quand je pense à lui, bah déjà, au bout d'un moment, mes sentiments pour lui ont disparu. Donc ça a été une vraie libération. J'ai pu déverser toute ma colère contre lui, à quel point ça avait été un connard. Et ensuite, ça s'est calmé. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas du tout. En fait, avant, j'espérais qu'il soit malheureux. Je voulais qu'il soit malheureux dans tout. Parce que mon pote, il est malheureux. Parce que mon pote, il sait ce qu'il a fait. Il le sait très bien. C'est pour ça qu'il s'en est protégé. Il sait très bien. Lui, mon ex, je pense qu'il a juste pas compris. Il a pas compris et je crois qu'il est convaincu d'avoir rien fait de mal. Et du coup, moi, je lui souhaitais des horreurs. Je voulais qu'il soit tout le temps malheureux dans sa vie affective. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas s'il repense à moi ou pas. Je pense que s'il repense à moi, il se dit que j'étais chiante. C'est comme ça qu'il l'a dit. Tu nous as fait chier, tu nous as bien fait chier. Ah ouais, tu nous as cassé les couilles sur le coup. C'est comme ça qu'il en parlait. Et du coup, je sais qu'il s'en veut pas. Parce que je sais qu'il comprend pas. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'il comprend. Pas forcément par rapport à moi, mais par rapport à d'autres gens. En fait, j'espère. Je sais pas où il est ni ce qu'il fait. J'espère qu'il est en couple avec quelqu'un, avec qui il est bien. Quelqu'un qui lui a appris des choses sur ce que c'était que le consentement et le désir, sur comment on se traite quand on s'aime et juste comment on se traite avec respect. Et que j'espère qu'aujourd'hui, il regarde une fille en lui disant « Putain, avant j'étais un gros con et depuis que je suis avec toi, je suis une meilleure personne. » Et j'espère juste ça. Et je pense que c'est très probable. Mais si demain je le croise dans la rue, je serais pétrifiée de trouille et j'oserais pas lui parler. Et parce que c'est aussi très possible qu'il s'en foute. Juste qu'il s'en foute. Et que je reste pour lui la meuf qui l'a fait chier. Déjà, t'essayes de t'occuper de toi, d'aller bien toi, de comprendre ce truc-là, de te battre contre toute la manipulation, de te battre contre tes potes, qui sont leurs potes aussi, qui te disent « il aurait pas fait ça », tu dis ça juste parce que t'es vénère, « ah oui, il a un peu abusé ». Il a un peu abusé. Ah oui, c'est un peu exagéré, dis donc. Tu sais, les réactions avec le rire dedans. Tu sais, genre, tu racontes et le pote qui est genre « oh, oh la vache, oh là là, dis donc, oh bah ouais. Il est con quand même. » Tu te bats contre tous ces trucs. Et du coup, tu peux pas te demander et lui, comment il se sent ? Et lui, comment il l'a vécu, machin et tout. Et c'est venu plus tard. Je pense que ça fait 2 ans que je commence à m'intéresser à, en fait, comment on se sent quand on est accusé de ça. J'ai vu des potes à moi être accusés de choses, bien le vivre, mal le vivre. Et du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à qu'est-ce que ça fait en fait, comment on gère. J'ai entendu plein de témoignages, des gens qui se sont excusés, des gens qui n'ont pas compris, qui ont compris ensuite, puis des gens qui n'ont jamais compris aussi. Et en fait, du coup, voilà, et c'est ce que je disais au tout début, il y a une part de moi qui pense à ces garçons en se disant « j'espère que ça n'arrivera jamais, j'espère qu'ils ont compris des choses, j'espère que... » Mais en vrai, j'en sais rien du tout. Et j'en sais rien parce qu'il y a une part de moi qui refuse d'y penser. Il y a une part de moi qui dit non, je ne consacrerai aucun de mes neurones à cette question. Je m'en bats la race. Que tout le monde crève. Et je sais pas, dans 10 ans, cette part de moi, peut-être qu'elle sera apaisée et qu'elle en aura marre de crier que tout le monde crève. Elle se sera calmée et du coup, on pourra boire un thé. Le moment où j'ai commencé à comprendre que c'était un viol, et où je leur envoyais un mail à chacun d'eux en me disant « les gars, ce serait cool qu'on se voit, qu'on parle ». J'aurais bien aimé qu'ils me disent « ouais, carrément, on se voit, on boit un coup ». Et qu'on parle, et que les gars soient genre « t'es sérieuse ? Putain, je l'avais pas vu comme ça ». Et peut-être qu'ils peinent un peu à réagir au début, mais qu'il y a un truc de «
Putain, waouh, mais on est trop cons, en fait. Putain, mais oui, bien sûr, oui, on avait bu, bien sûr. Putain, c'est vrai que ça, tu l'avais dit. On l'a pas respecté, c'est vrai. Peut-être qu'ils peinent, mais qu'ils écoutent. Et que du coup, déjà qu'ils s'excusent. Et ensuite, qu'ils cherchent réparation. Je sais pas s'il y aurait pu avoir réparation, mais que, en gros, j'aurais voulu que leur principal souci, ce soit pas de sauver leur peau, mais de s'intéresser à ce que je ressentais. Parce qu'à aucun moment ils sont intéressés ni à qui j'étais, ni à ce que je ressentais, en fait. Je leur ai pas écrit un mail en me disant « Je vais aller à la police porter plainte contre vous ». J'ai dit « Les gars, ça va pas ». Et en fait, j'aurais voulu que ce soit mes potes. J'aurais voulu parler à mes potes. Des gens qui sont mes potes. Des gens qui m'auraient répondu « Bah, qu'est-ce qui se passe, Marie? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ça, j'aurais adoré. Ça aurait été ouf. Et je crois qu'il y a une part de moi qui est contente que ce soit passé comme ça. Il y a une part de moi qui est contente qu'ils aient nié. Parce que du coup, j'ai dû me battre. Enfin, contre des fantômes. Parce que c'était juste du vide, quoi. Mais j'ai dû me battre. Et je crois que c'est ma première bataille. La première vraie grosse bataille de ma vie. Et ça m'a donné un truc. Genre, aujourd'hui, j'ai ce truc-là. Et comme la conviction que maintenant, le premier qui se met en travers de ma route, il va le regretter. Et je dis pas que je souhaite pas du tout que ça arrive, genre il faut pas que ça arrive. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, en le racontant, je réalise que... Pas que c'est cool qu'ils aient nié, mais que la bataille, elle a fait aussi un peu du bien. J'en veux aux gens qui m'ont dit « Oh, ils ont un peu abusé ». J'en veux pas à mes copines, par exemple. J'ai beaucoup parlé à des copines. Parce que mes copines, en fait, elles étaient très inquiètes et je pense qu'elles ont eu très peur et qu'elles n'ont pas compris. Elles avaient pas les codes. Il n'y avait pas de manuel qui t'explique comment faire dans cette situation. C'était une situation inconnue. J'étais en plus très éloignée de tout le monde. Donc les gens entendaient plus trop parler de moi. Et du coup, je leur en veux pas. Par contre, c'est vrai que ça a fait du mal d'être pas crue. En fait, j'aurais voulu que mes copines se disent c'est vrai ce qu'elles nous racontent et c'est grave. Que ce soit important, que ce soit grave. Parce que j'avais juste l'impression, en fait, de parler d'une mauvaise soirée. Comme si je m'étais engueulée avec un gars à une soirée. Et c'était pas ça. Et les réponses que j'avais, c'était ça. Parce que c'est le seul truc qu'on est capable de gérer à cet âge-là. C'est le seul truc qu'on peut gérer. Des engueulades de soirée. C'est le seul truc on n'est pas armé contre le reste. Et du coup, elles ont traité ça comme ça. Il y a même une copine à moi, pareil, je l'en veux pas du tout. Elle en a parlé à mon amoureux du lycée, qui lui espérait que ça reprenne un jour entre nous. Et lui, il m'a pourri. Il m'a insulté de tous les noms, il m'a traité de pute, de salope, Et c'est grâce à lui aussi que je me suis battue contre lui. Et au bout d'un moment, c'est à lui que j'ai dit, en fait, mec, je me suis fait violer. C'est pas une soirée où j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas jeté ma culotte en l'air en disant venez-y tous. Et quand bien même je l'avais fait, que ça peut te foutre. C'est ces réactions-là qui m'ont fait les plus mal. J'aurais voulu que mes copains, j'inclus du coup l'amoureux du lycée dans mes copains, traitent ça avec gravité. Et j'ai eu du bol, c'est ce qui s'est passé un peu plus tard. J'ai eu des copains qui eux, tout de suite, des gens à qui j'en ai parlé et qui tout de suite ont dit c'est pas normal, c'est grave. C'est ok, tu n'utilises pas le mot viol, tu l'utilises pas, ok très bien, on va utiliser d'autres mots, mais c'est grave. Et qui ont commencé à chercher. J'ai un pote qui faisait du droit, il s'est mis à chercher des trucs juridiques et tout. Des gens genre qui m'ont vraiment accompagnée. De ouf. Et ouais, j'aurais eu besoin qu'on me dise que c'est vrai. C'est ça. J'avais besoin d'entendre que ce qui m'est arrivé, c'était réel. Parce que vu que eux, ils me disaient que je mentais, et que mon entourage me disait « T'es sûre ? Ah, ça va. » Et qu'il y avait une toute petite partie de mon entourage qui me disait « Si, Marie, c'est grave. Si, vas-y, Marie, bats-toi, continue, parle-en, dis-nous. Il faut qu'on t'aide et tout. »
bah tu crois à la majorité en fait. Et tu dis ok, j'ai inventé. C'est ça. J'aurais voulu qu'on me dise ce que t'as vécu, c'est vrai, ça a existé et c'est important. Quand ce soir-là, j'avais des échanges sexuels avec mon ex, que j'aimais bien, j'éprouvais du plaisir. À partir du moment où cet autre garçon, dont je voulais pas, m'a touchée, bah, c'est comme si en fait tous les capteurs de plaisir de mon corps avaient été désactivés. Comme si on avait débranché une prise. Par exemple, j'ai pas le souvenir de la sensation de lui en moi. Je sais qu'il était en moi, mais j'ai pas le souvenir de la sensation. Enfin, mon vagin ne s'en souvient pas. C'est très imagé, mais c'est vrai. Je me souviens pas du poids de son corps sur le mien. Comme si d'un seul coup, je sentais pas mon corps. Du tout. Et du coup, j'avais pas mal, mais j'avais pas non plus de plaisir. Je sais que... Enfin voilà, c'est propre à chacun. Moi, c'est comme ça que je me suis sentie. Et je me sentais dégueulasse. J'avais l'impression d'avoir fait un truc dégueulasse. Ouais, mais que c'était moi qui avais fait. J'avais l'impression que j'avais fait un truc dégueu avec mon corps, un truc qui se fait pas. Genre que je l'avais mal utilisé. Et après, psychologiquement, C'est compliqué d'expliquer comment je me sentais à ce moment-là. Par contre, il y a des moments dans ma vie où j'ai ressenti à nouveau ça. un truc de soumission. Un truc où je sais que je vais plus rien faire. Genre, à partir de maintenant, je sais que je vais plus bouger. Je vais plus parler. Et je vais plus rien ressentir. Et un truc qui m'empêche de dire que ça va pas. Ça m'est arrivé par exemple de coucher avec un garçon avec qui je me sens très bien, avec qui je suis consentante, avec qui tout va bien et tout. Et où d'un coup, ça me fait ça. J'ai plus envie. Il me dégoûte. Quand il me touche, je me sens mal à l'aise. Genre, tout mon corps le rejette. Mon corps le rejette et en même temps me dit de pas bouger. Comme s'il fallait, je sais pas, comme s'il fallait absolument qu'on me coupe un doigt, pour une raison chirurgicale. Et du coup, c'est horrible. C'est horrible, et je le vois, et c'est genre, mais c'est horrible. Mais on me dit, ouais, mais c'est nécessaire, t'inquiète pas, ça va, Voilà, souffle, respire, ça va bien se passer. Et dans ces moments-là, ce qui est génial, c'est quand le mec s'arrête, te regarde, te dit, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Il voit que je réponds pas, et du coup, il arrête tout. Et c'est compliqué à expliquer à un partenaire. Mais ouais, moi je sais que c'est comme ça que je me suis sentie. Me battre pour faire reconnaître ce qui m'était arrivé m'a aidé à être en paix avec ma sexualité, avec ma bisexualité notamment. À comprendre que je pouvais, en fait, que j'avais le droit de faire ce que je voulais. Et ma culpabilité, elle venait de là, en fait, en fait, j'aimais les filles, je voulais faire des plans à trois, je voulais des relations pas stables. Donc en gros, j'étais dans le côté obscur de la force, quoi. Donc je méritais ce qui m'arrivait. J'ai cherché ce qui m'arrivait. C'est le truc qui arrive aux filles qui passent du côté obscur. Et pour moi, j'étais passée du côté obscur. Et puis avec le temps, j'ai compris qu'il n'y avait pas du tout de côté obscur. Et que moi, à l'époque... Ah, je vais vous montrer ma photo. C'est moi à 19 ans. Voilà. Et en gros, avant toute cette folie, avant les grosses fêtes et tout, pour moi, les gens, ils s'embrassaient, ils étaient en couple. Un couple, c'était fidèle. Un couple, c'était hétérosexuel. Il y avait tous ces trucs-là. Et en fait, le départ de cet amour de jeunesse m'a permis de m'épanouir dans d'autres choses.
Seulement, dans cet épanouissement, j'ai croisé le chemin de gens craignos. Et c'est ces gens-là qui m'ont fait du mal. Mais c'est pas ma sexualité qui m'a fait du mal. Et au début, c'est pour ça que je me sentais coupable. Au début, j'étais convaincue que c'était ma sexualité qui m'avait fait du mal. Du coup, je détestais tout ce qui touchait à ma sexualité. Le fait d'être attirée par les filles, j'ai fait un gros blocage dessus, un énorme blocage, parce que ça contribuait à tout ce truc-là. Un gros blocage sur le fait de ne pas vouloir être en couple, d'aimer des relations plus... d'aimer être volage. J'adore ce mot. Je suis allée voir une psy à la fac de Lyon 2. C'est la première fois où je parlais de ce truc-là. Mes copines m'avaient dit, du coup, c'est un viol, va voir une psy. Du coup, je suis allée voir une psy. Et du coup, j'ai raconté toute l'histoire, tout, avec tous les détails. Et en gros, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-bas ? Parce qu'une fille chez des garçons tard le soir comme ça, c'est... Enfin, vous saviez que ça allait arriver. Vous saviez. Puis de toute façon, les filles, ça veut pas ça. Une fille, ça reste avec les filles. Ça reste avec les filles. Les garçons, bon voilà, ils sont un peu dangereux, on sait pas trop comment les aborder, mais on va pas les chercher. On va pas chercher les garçons. Parce qu'ils veulent que ça. Et vous essayez d'agir comme un homme, là. Vous n'êtes pas en paix avec votre sexualité de femme, vous essayez d'agir comme un homme. Vous avez une déviance sexuelle grave, et je peux vous aider à la guérir. Et c'est marrant parce que sur le moment, j'étais outrée par ce que me disait cette femme. Et j'en suis toujours outrée aujourd'hui d'ailleurs, et j'en parle en rigolant. Mais la vérité, c'est que quand elle m'a dit ça, en fait, c'est ça que je pensais de moi. Enfin, aujourd'hui, j'en parle pour dénoncer, genre voilà, la façon dont les psys peuvent te culpabiliser en tant que victime. En plus, cette nana, enfin, typiquement, genre, au niveau de l'hétéronormativité et du genre, elle était juste paumée. Enfin, pour me dire des trucs pareils, elle était vraiment larguée, cette fille-là. Mais c'est comme ça que je me voyais, en fait. Je me voyais comme quelqu'un qui a tout raté. Alors le pourquoi, j'arrive pas à saisir le pourquoi. Mais pour moi, j'avais tout raté, quoi. Genre, j'avais tout gâché. Je venais de commencer les études de genre. Et pour moi, c'était tout nouveau. Moi, je pensais que les femmes et les hommes avaient un cerveau différent quand ils naissaient. Et on m'a expliqué que non. J'étais genre, ah bon ? Et j'ai lu plein de trucs et je faisais, putain, mais c'est génial, mais ça explique des tas de choses. Enfin, du coup, j'étais hallucinée par cette nouvelle compréhension, cette nouvelle grille de compréhension du monde. Mais en fait, le genre est un spectre. C'est merveilleux, c'est fantastique. Et du coup, donc, cette nana me dit, oui, les filles, ça reste entre elles. Mais madame, moi, vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai surtout des amis garçons et tout. Et du coup, elle est partie sur ce truc que je voulais être un homme. C'est pas mon cas. Et puis... elle me dit oui, puis vous me dites que vous voulez pas de relation, que vous voulez pas être en couple, mais en fait c'est grave, moi j'essaye de comprendre qu'est-ce qui a bien pu déclencher ce dysfonctionnement sexuel chez vous. Est-ce que vos parents étaient échangistes ? Je suis vraiment tombée des nues, quoi. Mais pardon quoi, mes parents ? Mais j'en sais rien. Oui, si vos parents sont échangistes, ça pourrait complètement expliquer donc le fait que vous vous prétendiez bisexuel. Et parce que bon, la bisexualité, mademoiselle, ça n'existe pas, hein, bien sûr. Et puis ça pourrait expliquer votre goût pour des actes sexuels, pervers et tout. Et je pense que le truc de est-ce que vos parents sont échangistes, ça a fait ma journée, quoi. Du coup, en plus, j'imaginais mes parents et je me disais, oh là là, mais... Voilà, ça c'était vraiment ça c'était le bonbon de la psy. Est-ce que vos parents sont échangistes ? Et puis, ce qui a été très douloureux, c'est elle a conclu qu'elle pouvait rien faire pour moi. Je peux rien faire pour vous, mademoiselle. Hein. En fait, elle résumait ce que je disais, mais elle en faisait des... oui, alors vous me dites que vous aimez bien les filles, mais que vous aimez bien les garçons. Vous me dites que vous avez que des amis garçons. Vous me dites que... Moi, je comprends pas, mademoiselle, en fait, pourquoi vous venez me voir. Je comprends pas. Elle parlait comme ça. Je comprends pas ce que je peux faire pour vous, hein, à part faire un travail sur ce dysfonctionnement sexuel très grave dont vous souffrez. En plus, j'ai un badge I love my penis que j'avais acheté en Angleterre.
Et pour elle, le badge, c'était symptomatique. Tu vois, oui, c'est très symptomatique. De toute façon, vous les jeunes, vous allez... Ah oui, vous allez passer par ces périodes. Il y a des périodes comme ça dans la vie où on est perdu. Bon, mais après, c'est important, voilà, de retourner vers les vraies choses, Oh là là. Mais quelle horreur. Non, mais là, j'en rigole, mais en fait, j'espère que, en fait, il n'y a pas d'autres nénettes comme moi qui sont venues avec une histoire de viol, parce que sinon... Mais laisse tomber, quoi. Mais quel enfer, cette nana. Le psy, il est là pour t'aider à comprendre ce qui t'est arrivé d'un angle que toi, tu ne peux pas avoir seul. Et seul, la culpabilité, je l'ai. La colère contre moi, je l'ai. La colère contre le monde, je l'ai. Donc en fait, ma psy n'a pas à me la donner, je l'ai déjà. Je pense qu'une psy, elle doit être capable, en fait, D'ailleurs, une psy, c'est méga genré. Je viens de genrer la profession. Non, parce que j'ai vu que des nanas psy, c'est pour ça. Je pense qu'un ou une psy doit amener, en fait, un peu comme une sorte de professeur. Le mélange entre un professeur et une intelligence artificielle de vaisseau spatial et la personne la plus humaine du monde. Ça doit être ces trois choses-là à la fois. C'est-à-dire que la personne doit être capable de t'accueillir, de te montrer que tu es en sécurité, qu'il va rien t'arriver, que tu n'as rien fait de grave. Que tout ce que tu as fait, que tout ce que tu ressens est réel, que tout ce que tu ressens a de la valeur, que tout est important. Voilà. Si je me mets... Forcément, si je suis avec des potes et que je me mets à expliquer que voilà, ma mère, elle savait pas cuisiner, mes potes, ils s'en foutent. Pour moi, un psy ne s'en fout de rien. Tout est important. Parce qu'en fait, il sait pas... C'est comme quelqu'un qui chercherait à écrire une histoire et qui sait pas quelle histoire il va écrire. Moi, si je discute avec quelqu'un que je veux écrire sa biographie, je sais pas où est l'histoire. Je sais pas où est le... Je parlais du suspense tout à l'heure. Je sais pas où est le suspense. Je sais pas où est l'histoire. Donc je cherche l'histoire. Et en fait, du coup, tout doit être important. Dans un bouquin, tout est important. Le prénom des personnages, les lieux, le gars qui passe en mobilette qu'on voit une seule seconde, on sait pas. C'est peut-être le tueur. C'est peut-être ton père. Peut-être un alien, on s'en fout. Et pour moi, un psy doit être à la recherche de ça. Tout doit être important, déjà pour commencer. Et ensuite, il accorde du crédit à tout ce que tu dis. Il nie pas ce que tu ressens. Il porte pas de jugement sur qui tu es en tant que personne. Il écoute. Il essaie de comprendre qui t'es. Et en fonction de qui t'es, du coup, il essaie de comprendre de quoi tu as besoin, en fait. Je venais d'avoir 20 ans, je crois, quand je suis allée voir cette nana. 20 ans, mais j'étais un bébé. J'avais besoin d'aide, en fait. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de comprendre. Et c'est là où il y a le côté professeur, intelligence artificielle. Pour moi, un psychologue ou une psychologue doit être quelqu'un de très renseigné sur plein de sujets. C'est pour ça que c'est un métier difficile. Mais tout ce que tu n'apprends pas de la personne, tu dois l'apprendre ailleurs. La personne te parle de ses conditions de travail difficiles, va te renseigner sur le boulot qu'elle fait. Elle va te dire des choses, mais tu pourras compléter avec la réalité de ce travail-là. La personne te parle d'un truc que tu connais pas, par exemple la bisexualité, va te renseigner sur la bisexualité. Ou demande à l'autre de t'aider. Genre, bah voilà, vous êtes ma première patiente qui me dit qu'elle est bisexuelle. Je connais mal la bisexualité, comment est-ce que vous définissez ça ? Comment est-ce que... Je sais pas, c'est comme si tu me parles d'un pays où je suis jamais allée. Je vais te demander quelle langue on parle là-bas et comment les gens ils sont habillés. Je vais pas te dire non, ils portent tous des salopettes. Et du coup, pour moi, un psy doit faire ce travail-là, comme un professionnel de santé. Il doit connaître les différents médicaments. Et s'il sait pas, peut-être qu'en fait, le psychologue apporte pas toutes les solutions. De toute façon, quand tu vas voir un psy, c'est toi qui fais les trois quarts du travail. Enfin, non. Enfin, il te guide sur un chemin. En fait, il te montre plusieurs chemins. Il te dit, alors voilà, tu souffres de ce truc-là, ok ? Je vais te donner des mots pour définir ce truc qui te fait mal. Ça s'appelle comme ça, mais aussi comme ça ou comme ça. Et si tu veux t'en sortir, tu peux aller par là ou par là. Et toi, tu dis, ok, j'essaye par là. Et donc le psy dit, ok, on va par là, doucement. Tu veux y aller comment ? En trottinette, en roller, en mobilette ? On va y aller à pied pour commencer. Sur le chemin, peut-être qu'on va trouver une moto. On va faire de la moto. En fait, la moto, ça marche pas. On va faire autre chose, etc., etc. Et c'est un putain d'accompagnement de vie. Voilà comment moi je vois la profession. Peut-être que je l'idéalise. Peut-être qu'en fait, un psy, il faut qu'il ait qu'un seul patient pour pouvoir bien le traiter. J'en sais rien. On t'a pas implanté des souvenirs.
T'es un être humain. Donc ce qui est dans ta tête, c'est vrai. Tu l'as vécu, tu l'as senti. Il n'y a que toi qui peux dire ce que c'est ta réalité. Si tu me vois verte avec des antennes, tu me vois verte avec des antennes. Je pourrais pas te dire que c'est faux. C'est toi, ça t'appartient. Déjà, ça, c'est super important. Ensuite, si t'es pas d'accord avec ce que je dis, c'est ton droit, parce qu'il y a 1000 histoires différentes. Si tu veux pas dire viol, si tu veux pas dire agression, si tu veux pas dire survivant, si tu veux continuer de parler d'une soirée bizarre, d'un moment bizarre, d'un truc compliqué, qu'on continue d'en parler comme ça, en fait. Si c'est ça qui t'aide, en fait, tant que t'en parles, c'est ça l'important, en fait. Et c'est pas grave, si t'es pas prêt à dire certaines choses, faut pas aller plus vite que la musique. En fait, t'es le héros de ta propre vie. Et du coup, si tu regardes cette vidéo, bah moi je suis juste une figurante dans ta vie, en fait, donc on s'en bat un peu les couilles de ce que je dis, de ce que je pense. Faut que tu te concentres sur toi, sur ta vie, qui sont les gens autour de toi. Et ce que je dis, c'est pas un évangile, c'est juste de l'expérience personnelle. Mais si tu penses qu'on a à peu près la même histoire, trouve quelqu'un en qui tu as confiance, à qui tu peux tout raconter. Trouve quelqu'un qui va être capable, c'est dur, hein, mais quelqu'un qui va peut-être être capable de prendre cette histoire en entier. Toute ton histoire, avec tous les détails, le t-shirt que tu portais, la tronche de l'appart, tout ça s'est passé, qu'est-ce que tu avais bouffé à midi, mais tous les détails, qui va tout prendre. Essaye peut-être de trouver cette personne-là, parce que de tout balancer, ça va peut-être t'aider à comprendre. Ensuite, essaye de parler à des gens qui ont des histoires similaires. Écarte de toi toute personne qui te dira que c'est pas grave ou que c'est pas vrai. Tu peux être en colère contre ces personnes parce que c'est ton droit, en fait, vu que c'est ta vie. C'est le héros de ta vie, donc tu fais ce que tu veux. Mais en gros, si tu te sens de leur trouver des excuses, excuse-les. Si tu te sens de leur en vouloir, faut leur en vouloir. Si t'es prêt ou prête à dire « c'est mes potes, ils sont flippés ou ils ont pas les clés, c'est pas grave, je leur en veux pas », ok, mais t'es pas obligé. Tu peux aussi leur dire « vous êtes tous des cons, je vous emmerde, je vous déteste », et dans 6 mois, vous vous reparlerez, et peut-être qu'ils auront changé d'avis, tu vois. Que c'est pas ta faute du tout. Peu importe ce que t'as fait, y a rien que t'as fait qui a causé ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas toi qui l'as fait. C'est la personne d'en face. C'est cette personne-là qui a fait ça. Toi, tu n'as rien fait. Et par contre, tu peux faire des choses maintenant. De toute façon, à partir du moment où c'est fait, on peut pas l'enlever, on peut pas l'oublier, on peut pas remonter le temps. Tout ce qu'on peut faire, c'est trouver un endroit où le mettre. C'est comme si tu avais un gros sac sur ton dos, qui est déjà plein de trucs, les études que t'as pas pu faire, les gens qui t'ont pas aimé, les trucs méchants qu'on t'a dit, toutes les horreurs de ta vie sont déjà dans ce sac qui est lourd, ou pas trop. Et du coup, il faut faire rentrer ce truc-là dedans. Il faut trouver un moyen, et chacun trouve son moyen. Et il faut... moi, je fais beaucoup de métaphores et d'images à la con, mais en fait, ça m'aide grave. Et faut trouver ta propre façon de raconter cette histoire. Les mots des autres peuvent t'aider. Moi, je sais que les mots des gens m'ont aidé. Il y a une fois où j'ai appelé un numéro à la con, un numéro vert, SOS, femme ou je sais pas quoi. Et la nana était adorable. Et la nana, au téléphone, m'a relu le texte de loi. Où il y avait ce truc sur... machin truc. Par violence, par contrainte ou par surprise. Il y avait ce truc-là où elle me relisait ce que c'était qu'un viol. Et très calmement, très posément, elle m'a dit, voilà, l'histoire que vous me racontez, même en résumé, entre dans le... Enfin, je me souviens plus des phrases exactement, mais en fait, elle a une façon de me poser les choses. Et pour moi, c'est comme si... je sais pas. C'était un putain de cadeau. Je me souviens pas de cette phrase exacte, la preuve, j'arrive pas à la ressortir. Mais en fait, avec ces mots à elle a... Et j'ai... Dans des témoignages, dans des films, dans des chansons, tu vas entendre des trucs et tu vas faire « Oh putain, c'est ça que je ressens !» Et ça peut grave aider. Et puis ensuite, il faut trouver ta propre façon de le dire.
Et voilà, à peu près. Et puis, si tu veux, on discute, on boit du café. J'ai un copain qui m'a dit que, voilà, il a connu une fille qui lui a dit, après coup, bah là, moi, je me suis sentie violée par toi. Et au début, pour moi, ce mec, c'était plus mon pote. Genre, d'un coup, c'était genre, t'es plus mon pote. T'es passé du côté obscur de la force. Puis après, je me suis rappelé qu'en fait, il n'y avait pas de côté obscur de la force. Et ce mec-là, il a besoin d'être écouté. Peut-être pas par moi, si moi je peux pas, mais par d'autres personnes. Et si tu te sens désolé, c'est cool. Si tu te sens pas désolé, je sais pas, faut voir. Mais trouve des gens qui sont capables d'entendre ton histoire, mais qui seront pas complaisants. Pas des gens qui vont taper dans le dos en disant « Ah, c'est pas grave, il ou elle dit de la merde, il ou elle abuse, il ou elle exagère. » Non. Peut-être même des gens qui vous connaissent tous les deux. Et voilà. Toi aussi, t'as le droit d'être écouté et d'être aidé. Et de comprendre. Je crois effectivement que la société crée des violeurs. Je crois que l'éducation affective et sexuelle des jeunes, c'est tout à refaire. L'éducation est à refaire depuis le début, mais bon. Donc je crois que le monde dans lequel on vit crée des situations de viol. Elle crée ces moments où la personne ne répond pas et on continue. Elle crée ces moments où la personne dit non et on pense que c'est un challenge. Elle crée ces moments où la personne ne veut pas, mais on pense que nous, on sait mieux qu'elle et du coup, on continue. Et on a une société qui n'assume pas sa part de responsabilité et qui ne sait plus vers qui se tourner. La société, elle est paumée. Elle sait plus. Du coup, elle se tourne vers les victimes. Il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Mais le problème, est-ce qu'en disant ça, je suis pas aussi en train de dire ah bah du coup, si tu violes régulièrement ta copine, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, bichon, c'est ça qu'on t'a appris à faire. En fait, j'ai l'impression qu'en disant ça, on enlève la part de responsabilité personnelle de chacun. Mais c'est vrai que le monde dans lequel on vit ne nous donne pas les codes. Oh, putain, c'est frustrant. Parce que oui, bien sûr, le monde dans lequel on vit ne nous donne pas les codes. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Putain, c'est là où je suis confrontée à une énorme contradiction, parce que on construit les choses. Il n'y a pas un bon sens instinctif. Voilà. Mais il y a une part de moi qui a quand même envie de dire, putain, quand la nana, elle répond pas, qu'elle parle pas, qu'elle bouge pas, pourquoi tu continues ? Pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Demander le consentement de quelqu'un ne casse jamais le délire. Et moi, j'adore le jeu de séduction. Je suis très maladroite et très timide, mais j'adore ça, c'est génial. Et demander, c'est... Déjà, c'est rassurant. En fait, quelqu'un qui demande le consentement, déjà, c'est une personne respectueuse. C'est une personne qui veut s'assurer que... En fait, le sexe, c'est un moment de partage, c'est un moment cool. C'est pas un moment où les gens devraient être en train de se demander est-ce que je suis en train de commettre un crime. C'est juste un moment où les gens devraient profiter. Et du coup, c'est d'autant plus appréciable dans un contexte où la personne peut ne pas être consentante. Quand on a bu, quand on est très fatigué, quand je sais pas quoi. Et du coup, quelqu'un qui demande, c'est super excitant en fait. C'est excitant de ouf. Et ça m'est arrivé récemment, quelqu'un qui m'a embrassée et qui m'a dit est-ce que je peux t'embrasser ? Et j'avais l'impression d'avoir 14 ans, j'ai pouffé de rire, parce que j'avais envie d'embrasser cette personne, et je voyais que cette personne avait envie de m'embrasser, mais ça se faisait pas, donc il y avait de l'électricité et tout. Et le fait que cette personne demande, moi j'ai trouvé ça très respectueux. Cette personne aurait complètement pu m'embrasser comme ça, parce que j'attendais que ça. Mais elle a choisi de demander. Et du coup, pour moi, c'était un putain de respect. Ça voulait dire que je pouvais dire non. Si entre-temps, j'avais changé d'avis et qu'en fait, il est 4h du mat, en fait, je pue, en fait, finalement, tu me plais plus. Et bah, c'était possible. Et du coup, bah, tu te sens en sécurité totale. Et comme tu te sens en sécurité, tu peux kiffer. Et là, tu peux choisir comment tu réponds. Est-ce que tu dis oui,
Oui, embrasse-moi. Est-ce que t'embrasses la personne en réponse? Est-ce que tu continues le jeu? Genre, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie de t'embrasser? Et en fait, c'est la porte ouverte à tous ces trucs ultra cool. Et c'est pareil pendant le sexe. Est-ce que je peux te toucher là? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que c'est bien ce que je te fais? Que des trucs en fait qui peuvent amener, alors ou un jeu érotique, il y a des gens qui kiffent se parler pendant qu'ils couchent ensemble, ça peut amener à se dire des choses ultra excitantes, ultra cool. Il y a des gens qui aiment pas spécialement parler, et en fait juste vérifier que la personne va bien, c'est cool, ça peut juste être, est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que t'es bien? Ouais, je suis très bien. Et ça peut amener qu'à des trucs cool. Si la personne est bien, franchement, d'où ça va casser le délire, parce qu'elle va te dire oui, elle va te le dire dans un souffle. Donc c'est super bien ce que tu me fais. Elle va te dire que c'est cool, que ce que tu fais c'est bien, elle va peut-être même te dire comment elle se sent, je me sens bien avec toi, ou ah c'est trop cool, ou alors elle va te dire non. C'est mon alarme. Ou alors elle te dit non, mais si elle te dit non, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire non, j'aime pas quand tu fais ça, non t'es trop brusque, non va plus doucement, non fais plutôt ça. Non, viens, on change de position. Ou alors ça va être non, je suis mal à l'aise, non, on fait trop de bruit, non, je suis fatiguée. Et ces noms-là, si jamais ils existent, il faut qu'ils soient entendus. Parce que ça peut aussi être juste non. Ça peut aussi être juste non, je suis pas bien, non, je sais pas ce que j'ai. Pour plein de raisons. J'ai envie de vomir, j'ai envie d'aller pisser, j'ai faim. Mais ça peut aussi être non, parce qu'en fait, je veux plus. Et quel est l'intérêt de coucher avec quelqu'un qui veut pas coucher avec toi? Quel est l'intérêt en fait? À quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Et du coup, je pense que la demande du consentement ne peut que rendre les choses plus excitantes. Après, j'entends que par timidité, on n'ose pas le faire. Mais peut-être qu'il faut s'y exercer tout doucement sur des petites choses. S'y exercer avec un partenaire avec qui on se sent à l'aise. Voilà.